Arnaud, consultant à Syndex depuis plusieurs années et spécialisé dans l'épargne salariale et notamment à l'accompagnement des représentants du personnel sur la négociation, la renégociation d'accords d'intéressement et de participation. Voilà. Donc, on est bien sur ce webinaire sur le partage de la valeur dans l'entreprise, sachant que un des dispositifs historiques qui est relativement vivant dans les dispositifs de partage de la valeur et d'épargne salariale, c'est principalement la participation aux bénéfices et à l'intéressement. Et on va voir que ça fait partie des sujets qui restent d'actualité. Au programme, ce qu'on a prévu, c'est trois chapitres principaux. D'une part, on va réévoquer ensemble les dispositifs collectifs de partage de la valeur dans l'entreprise. Ensuite, on refera un focus sur l'intéressement et la participation aux bénéfices, et on verra quelles sont les principales différences entre les deux dispositifs. Et puis, en dernier point, quelques points de repère sur que retenir de l'accord national interprofessionnel qui a été signé début février, sachant que l'on n'est pas là pour le revisiter, mais on vous donne quelques points de repère. Si on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce webinaire et notamment de repasser en revue ces derniers points, de toute façon, tout est dans le support et on aura évoqué les points principaux et vous pourrez éventuellement vous replonger dans le support. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer par le premier chapitre, donc, qui concerne un rappel sur les dispositifs de partage de la valeur, de partage de la valeur, et on appuie sur le fait qu'on est bien sur des éléments à caractère collectif, ce qui va passer principalement par des accords d'entreprise. Donc, ce qu'on peut rappeler, ce sont les dispositifs d'intéressement. Intéressement, on verra, qui est un accord d'entreprise qui n'a pas le caractère obligatoire, contrairement à la participation aux bénéfices, qui a un caractère obligatoire à partir de 50 salariés. Bon, j'aurais pu mettre un S à participation aux bénéfices, mais ce sera corrigé dans la version qui vous sera transmise. Alors, quelque chose de relativement récent, c'est la prime de partage de la valeur, ce qui était anciennement la prime PEPA, ce qu'on a également appelé la prime Macron, à l'issue des mouvements liés aux Gilets jaunes. Voilà, donc ça, c'est en train de s'inscrire de manière durable dans les dispositifs de partage de la valeur. Autre élément qui existe déjà depuis un certain temps, c'est toute la dimension abondement au plan d'épargne d'entreprise. Quand on parle d'entreprise, on parle aussi de groupe, plan d'épargne groupe, plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est la dimension abondement. Et puis un autre sujet qui fait partie aussi des systèmes de partage de la valeur, c'est l'actionnariat salarié. Donc ça, on va pas y revenir en détail aujourd'hui, ça pourrait faire l'objet d'un support en tant que tel. Voilà, donc quelques éléments de repère, quelques chiffres clés sur l'épargne salariale en France. Donc ça couvre à peu près 18 millions de salariés en France. Donc ça peut être un accord d'intéressement, ça peut être un accord de participation, ou ça peut être un plan d'épargne. Voilà, au total, ça fait 18 millions de salariés qui sont couverts. Pour la participation, c'est 4,9 millions de bénéficiaires pour une moyenne en 2020. Ce sont les chiffres de la DARES les plus récents. Les chiffres 2020, c'était 1 409 € pour la participation. L'intéressement, c'est un petit peu moins de bénéficiaires, mais c'est un peu plus en montant. On est à 1 850 € brut en moyenne. Bien sûr, il peut y avoir de fortes distorsions d'un secteur ou d'une entreprise à l'autre. Les plans d'épargne entreprise, c'est 2,2 millions de bénéficiaires pour un abondement moyen de 765 €. Et le plan d'épargne collectif, c'est 1,1 de bénéficiaires, 1,1 million, pour un abondement moyen de 605 €. Voilà les éléments clés. Donc, l'objectif du gouvernement, parce qu'on n'a pas montré le schéma, mais globalement, les entreprises de plus de 50 salariés sont en moyenne mieux couvertes que les entreprises de moins de 50. Et tout l'enjeu des discussions récentes, ça a été de dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire rentrer encore plus d'entreprises bénéficiaires, notamment dans les moins de 50, où il n'y a pas d'obligation, par exemple, de verser de la participation.
Donc, les discussions récentes, elles ont abouti à l'accord national LANI donc, du 10 février 2023, avec pour origine l'annonce du candidat Macron en 2022 sur le dividende salarié. Ce qu'il avait annoncé, c'était que dans les entreprises qui versent des dividendes, il fallait absolument prévoir un dispositif de partage des profits. Voilà, donc ça, c'était la grande ligne qui avait été annoncée au moment de la campagne présidentielle. À côté de ça, on avait la proposition de Thibault Langsat qui a été désigné comme ambassadeur à l'intéressement et à la participation pour le ministère de l'économie depuis 2019. Et lui, il ne disait pas exactement la même chose, hein. Il disait l'objectif, c'est développer la participation dans les entreprises, et c'est-à-dire la rétribution des salariés en fonction des résultats. Donc, en fonction des résultats, ça veut dire que dès qu'il y a des bénéfices, à un moment donné, il faut pouvoir partager avec les salariés. Ce qui va plus loin que ce que disait le candidat Macron, hein, parce que lui, il parlait uniquement de versement de dividendes. Une entreprise qui fait des résultats, ce n'est pas forcément une entreprise qui est cotée ou qui reverse des dividendes à un actionnaire. Ça peut être aussi des entreprises du secteur non lucratif. Ça, c'était un peu la différence. Et lui, l'objectif, c'était d'obliger les entreprises, donc à partir de 11 salariés, donc pour les petites entre 11 et 49 qui ne sont pas concernées aujourd'hui, à reverser un pourcentage de leurs résultats. Voilà, si elles voulaient également pouvoir verser un dividende. Donc, on retrouve la notion ici de versement de dividendes aux actionnaires. Donc, ça, c'était une deuxième proposition. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, le président Macron a préféré promouvoir sa prime pouvoir d'achat. Donc, il est resté sur cette dimension-là. On n'est pas entré sur la question de la participation véritablement. Donc, il est arrivé avec une prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de cotisations sociales, réservée à ceux qui gagnaient moins de 4 768 € bruts par mois, avec l'ambition de porter ce montant à 6 000 €, le plafond en tout cas. Et en 2021, si on regarde ce que ça a donné en termes de chiffrage, donc on a eu 4 millions de Français qui avaient touché la prime Macron, pour une moyenne de 506 €. Donc vous voyez que 4 millions, ça se rapproche du nombre de bénéficiaires de la participation et de l'intéressement, où on était entre 4,2 et 4,6 millions de bénéficiaires de mémoire en 2020. Voilà pour les éléments de repère. Alors, au-delà de cette campagne électorale de 2022, le débat sur le partage de la valeur s'est poursuivi dans un contexte de forte inflation. Ça n'aura évidemment échappé à personne. Forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat. Et on se rend compte qu'on a des négociations salariales qui essayent d'embarquer évidemment ce phénomène d'inflation, mais qui souvent aboutissent, les NAO aboutissent à des résultats qui sont en dessous de l'inflation, et notamment pour les rémunérations qui sont au plus bas. Donc ça, c'est les éléments de contexte. Et ensuite, on a voilà, des profits qui ont été générés de manière très importante dans certains secteurs, par exemple le transport et l'énergie, mais aussi dans les groupes du CAC 40. Donc ça a un peu tendu les discussions sur le sujet. D'où la question, comment envisager les choses différemment pour récompenser les efforts des salariés. Voilà. Et du coup, le gouvernement a procédé à une injonction vis-à-vis des organisations syndicales en disant, mais essayez de vous mettre d'accord, mettez-vous d'accord sur des propositions de partage de la valeur, avec pour ambition de généraliser le processus, le dispositif dans les entreprises, améliorer l'articulation avec les dispositifs existants, hein, donc déjà l'intéressement, la participation, les plans d'épargne entreprise, l'actionnariat salarié, etc., tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et avec une orientation de l'épargne plutôt vers des investissements responsables, que ce soit plutôt verts ou solidaires notamment. Voilà. Et du coup, parmi les sujets qui ont été abordés, il y a eu, alors là, ce qui est en vert, ce qui apparaît en haut, c'est la formule du calcul de la participation. Vous voyez qu'elle est quand même assez technique.
Elle prend un certain nombre d'indicateurs en ligne de compte qui ne sont pas forcément évidents à intégrer. Et la demande, donc, notamment des organisations syndicales, c'était de réviser, de simplifier cette formule de participation qui est plus forcément très adaptée, puisqu'elle a été négociée il y a facilement une cinquantaine d'années, et du coup, avec un contexte qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Et on se rappelle aussi rapidement, hein, mais la participation, quand elle existe, elle est fonction du bénéfice fiscal. Ce n'est pas forcément le résultat de l'entreprise, le résultat comptable qu'on peut afficher par ailleurs. Ce qui fait que ce bénéfice fiscal, il peut être piégé, entre guillemets, par des mécanismes d'optimisation fiscale, qui fait que pour certaines entreprises, ce résultat, ce bénéfice, il est réduit, il est raboté, et du coup, pour partager avec les salariés, c'est plutôt à leur détriment. Voilà, donc il y avait une remise en question de cette mesure, et l'idée c'était de dire on peut simplifier en disant la participation, ça pourrait être 10% du résultat net comptable. Voilà. Dans les autres sujets, donc on n'a pas eu de simplification du calcul de la participation, donc on verra tout à l'heure que le calcul reste le même. Par contre, sur les questions de fiscalité, ce qui est intéressant, il y a eu un ajout sur le fait que via la BDES, hein, la base de données économiques, sociales et environnementales du CSE, hein, que le CSE doit disposer dans les entreprises de plus de 50, il devrait y avoir une communication de la déclaration fiscale de l'entreprise pays par pays, ce qui permettrait aux représentants du personnel d'avoir des éléments sur les filiales qui sont détenues dans l'entreprise, quel est son chiffre d'affaires, quels sont les bénéfices et quel est l'impôt qui est payé, ce qui pourrait donner des leviers de discussion aux représentants du personnel pendant les négociations à venir. Voilà, donc il n'y a pas eu de simplification, mais en contrepartie un complément d'information, ce qui n'est pas simple, parce que cette information elle est relativement technique, ce qui fait que pour les représentants du personnel, il faudra continuer de compter sur les expertises auxquelles le CSE a accès pour préparer ces différentes négociations annuelles obligatoires. Alors, pour généaliser le partage de la valeur, l'ANI, quand même, oblige les petites entreprises à mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, dès lors qu'elle aura fait au moins 1% de résultats de bénéfices fiscaux, 1% du chiffre d'affaires pendant 3 ans consécutifs. Donc là, vous voyez que ce ne sera pas applicable avant 2025, mais tout ça, ça n'oblige pas finalement à conclure un accord. Ça pourrait prendre la forme de l'intéressement, ça pourrait prendre la forme de la participation, mais ça pourrait aussi prendre la forme d'un abondement au PEE ou d'une prime de partage de la valeur. Donc c'est une obligation, certes, mais assez légère, et en même temps, on ne s'indique pas quel est le montant de ce montant qui serait partagé. Donc, ça peut être un montant faible. On pourrait dire on a versé quelque chose, même si c'est faible. L'entreprise pourrait dire qu'elle a respecté les obligations qui lui sont faites. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ce premier chapitre qui a amené en fait des discussions récentes sur le partage de la valeur, avant d'enchaîner sur la suite. Là, l'idée, c'est de revenir sur les dispositifs d'intéressement et de participation aux bénéfices, qui sont des systèmes qui sont désormais relativement proches, mais il subsiste encore quand même quelques différences notables. Pour parler d'abord de la participation aux bénéfices, aujourd'hui, c'est quelque chose d'obligatoire dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés. Alors, bien sûr qu'il existe des critères pour dire à quel moment on est 50 quand on a franchi une période. Retenez que c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Et si on doit savoir à quel moment on est devenu plus de 50 ou pas, là, il faudra regarder de manière un peu plus précise les textes, parce que là, ça reste aussi quelque chose de technique. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que la participation, c'est collectif, hein, c'est un accord d'entreprise à dimension collective. Ça veut dire que tous les salariés sont inclus, aucun salarié ne peut être exclu, sauf éventuellement de requérir une ancienneté qui est limitée de toute façon à 3 mois pendant l'année dans l'entreprise,
Voilà, donc ça, sinon, ça embarque l'ensemble des salariés qui sont sous contrat. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que la participation n'est pas assimilée à du salaire. Et pour ça, il faut respecter un caractère dit aléatoire. Caractère aléatoire, ça veut dire qu'on ne peut pas prédéterminer le montant de la participation en début d'année. La participation, elle peut être positive comme elle peut être nulle. Il n'y a pas de constance forcément dans le résultat que ça peut produire. Et ce qui est évidemment à avoir en tête, hein, c'est que les sommes qui sont distribuées au titre de la participation bénéficient d'exonérations de cotisations fiscales et sociales, principalement pour l'employeur, mais aussi pour les salariés. Et on verra que l'entreprise va simplement verser ce qu'on appelle le forfait social, qui, sauf exception, est à 20% des montants distribués. Si on devait comparer avec l'intéressement, les trois dernières bulles sont les mêmes finalement. L'intéressement, c'est quelque chose de collectif, c'est aléatoire, et on est sur des sommes qui sont exonérées de certaines cotisations sociales. Mais ça n'est pas obligatoire, contrairement à la participation. Voilà, donc les avantages financiers sont résumés ici. Hein. Pas de cotisation sociale patronale, mais par contre un forfait social de 20%. Et le forfait social est nul dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est quelque chose qui est issu de 2019. Pour les salariés, bah, c'est pareil, hein, on a des exonérations de cotisations sociales. Par contre, il y a toujours la CSG, CRDS qui sont dues. Et il faut avoir aussi en tête que si les sommes sont placées dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, à ce moment-là, le salarié sera exonéré au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Voilà. Par contre, si le salarié demande à bénéficier tout de suite du versement de la participation, à ce moment-là, il n'y aura pas l'exonération au titre de l'IRPP. Voilà. Et les principes ici sont les mêmes pour l'intéressement. Voilà, donc le calcul de la participation, vous voyez, qui prend en compte un certain nombre d'agrégats, hein, donc il prend en compte la notion de bénéfice net, hein, qui est issu du bénéfice fiscal, qui est différent souvent du bénéfice comptable, puisque les règles de la fiscalité sont différentes de la présentation des comptes annuels. On prend en compte les capitaux propres, que l'on va rémunérer à un taux de 5% par défaut, et on va prendre aussi en compte les salaires, la masse salariale brute, et une notion économique qui est la valeur ajoutée. L'idée du législateur étant de dire, il y a du bénéfice, on va partager avec les salariés, mais on va d'abord rémunérer l'actionnaire à travers la rémunération des capitaux propres, et on va prendre en compte un coefficient salaire sur valeur ajoutée, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, on peut dire que c'est la richesse créée par l'entreprise, et on va partager en fonction de la contribution des salariés à la création de cette valeur. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des mécanismes autorisés d'optimisation fiscale qui peuvent venir perturber fortement la détermination du bénéfice fiscal. Donc, le calcul peut être simple en apparence, mais en fait, derrière, il y a beaucoup de complexité et c'est souvent source d'erreur. Et quand on intervient sur ce type de vérification, on voit beaucoup d'erreurs qu'on demande de corriger. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Ensuite, il faut quand même savoir que depuis 2018, le taux d'impôt sur les bénéfices est en diminution. Hein. Donc ça, c'était une volonté gouvernementale pour des questions de compétitivité internationale, de faire baisser le taux d'impôt sur les sociétés qui était d'un tiers hein, jusqu'en 2017, qui est désormais de 25% en 2022. Et du coup, ça c'est aussi favorable à la participation, puisque on a vu tout à l'heure hein, que l'assiette de calcul de la participation, c'est le bénéfice après déduction de l'impôt sur les sociétés théoriques. Donc, plus le taux baisse, et mieux c'est pour la participation. Et on avait fait ici une petite simulation hein, entre un taux d'IS à 33% diminué à 28%. Donc là, en cours de période de baisse, ça faisait, dans le cas présent, après ça va dépendre évidemment des éléments de chaque entreprise, ça faisait une augmentation
ici de l'enveloppe de participation de 35%. Alors, ce 35% n'est pas à retenir, hein, c'est vraiment un cas isolé. Ici, c'est juste pour illustrer l'effet positif de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Évidemment, toute chose égale par ailleurs. Voilà. Le calcul de participation, il peut être dérogé, mais aujourd'hui, ce que prévoit le Code du travail, si c'est dérogé, c'est de manière positive, hein, puisque selon les cas de figure, il peut y avoir des entreprises qui structurellement ne génèrent pas de bénéfices fiscaux alors qu'elles se portent bien sur le plan économique. Donc, on va pouvoir modifier finalement la formule dite légale, celle qui est prévue par le Code du travail, pour l'améliorer et faire en sorte que les salariés ont de la participation de manière supérieure à ce que prévoit le code du travail. Sachant que si on part sur un accord dérogatoire, l'accord dérogatoire ne peut faire que mieux que ce que prévoit le Code du travail. Donc, on va toujours vérifier les deux calculs, hein, celui qui est prévu par le Code du travail, celui qui est prévu par l'accord dérogatoire, et on va retenir le meilleur calcul des deux pour en faire bénéficier les salariés. Ce que je peux dire aussi sur la participation, mais on verra, c'est valable aussi sur l'intéressement, hein, c'est que l'employeur peut verser un supplément de participation. Par contre, ça, c'est une décision de l'employeur. Donc, on n'est plus ici dans le cadre d'un accord d'entreprise. L'employeur peut dire, cette année, il y a eu un résultat exceptionnel, ou il y a eu des éléments à caractère exceptionnel qui ont perturbé le calcul de la participation. Et du coup, l'entreprise peut décider de verser un supplément de participation. Bon, ce qui suppose quand même que le calcul initial de la participation produise au moins 1 euro. Si le calcul produit 0, on ne peut pas verser de participation. Donc, dans ces cas-là, il faut se retourner vers d'autres dispositifs. Par exemple, l'intéressement, s'il en existe un, faire en sorte qu'on verse un supplément de participation, ou sinon, on peut trouver d'autres solutions alternatives, comme une prime de partage de la valeur, ou un abondement exceptionnel sur l'épargne salariale, par exemple. Bon, voilà. Il y a d'autres dispositifs qu'on pourrait mobiliser, mais en tout cas, ce supplément existe dès lors qu'on a au moins 1 euro à distribuer. Voilà. Alors, là, on a évoqué le calcul de l'enveloppe de participation, hein, quelle est la masse qu'on va pouvoir distribuer pour les salariés. Mais une fois qu'on a calculé cette enveloppe, se pose aussi la question de comment on répartit cette enveloppe entre les bénéficiaires. À défaut, le Code du travail prévoit que c'est en fonction de la rémunération. Sauf que la rémunération, si on la prend en compte, en fait, on va reproduire la hiérarchie des salaires. C'est-à-dire que les salaires les plus élevés auront un bénéfice à la participation finalement proportionnel et donc plus élevé par rapport à des rémunérations les plus basses. Et donc, dans le cas de la négociation, on peut aussi travailler sur des notions comme le temps de présence, ou utiliser des éléments de rémunération, des éléments de temps de présence. On peut mixer, sachant qu'on peut aussi mettre en place des plafonds. On peut dire qu'on prend en compte la rémunération. Par défaut, c'est 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Mais on peut mettre un mini aussi, on peut prendre un plancher mini pour les bas salaires. Donc, on peut vraiment travailler sur tout ça. Et pour illustrer, vous voyez, ici, on avait pris un exemple en disant, voilà, si on est totalement hiérarchisé, donc c'est la courbe verte ici, où on a les écarts les plus élevés entre les mini et les maxi, et si on veut réduire cet écart entre les plus hauts et les plus bas salaires, vous voyez, on peut travailler sur 35% hiérarchisé, ici 50% hiérarchisé, voire totalement égalitaire. Si on était totalement égalitaire, à ce moment-là, on aurait une droite qui serait plate et tout le monde aurait la même chose, mais évidemment plus que les 1 000 euros en bas à gauche, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les questions que vous devez aussi avoir en tête quand vous avez calculé votre enveloppe de participation. Et évidemment, une fois qu'on a calculé les droits individuels à participation, il faut imaginer de l'avenir de ces fonds. Est-ce qu'ils vont être bloqués ou pas? Aujourd'hui, on n'a plus d'obligation pour les salariés de bloquer les fonds pendant 5 ans sur un plan d'épargne. À défaut de demande de versement immédiat, les sommes vont être bloquées pendant 5 ans, sachant que c'est 8 ans si on est dans ce qu'on appelle le régime d'autorité, donc quand on n'a pas signé d'accord de participation.
Et il y a aussi un fléchage de 50% de manière automatique si le salarié ne s'exprime pas, qui vont aller alimenter le PERCO. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du blocage des fonds. Voilà. Donc ça, c'est depuis 2010. Hein. On va les bloquer par défaut, sans expression du salarié, de son souhait sur le PERCO. Évidemment, quand il existe dans l'entreprise, s'il n'existe pas, tout va sur le PE, le PEG. Voilà. Donc ça, c'était pour la participation. Donc là, ici, on va refaire un petit topo sur l'intéressement. Donc on se redit que l'intéressement, il est collectif, il est aléatoire. Hein, on ne peut pas prédéterminer un montant d'intéressement. Si c'était le cas, les URSSAF requalifieraient les sommes en disant c'est pas aléatoire. Donc en fait, vous avez distribué de manière indue du salaire. Et si c'est du salaire, à ce moment-là, ça va entrer dans une autre assiette et là, ce sera soumis à toutes les cotisations sociales, à la fois pour l'employeur et pour les salariés. Et l'accord est limité dans le temps. L'accord est limité dans le temps. Donc, collectif, on l'a vu tout à l'heure, il y a la possibilité d'exclure, mais uniquement pour des questions d'ancienneté. Et ça, c'est un choix par accord, hein, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qu'on trouve généralement dans les modalités. Et alors, ce qui est différent aussi de la participation, c'est qu'on peut avoir des indicateurs de calcul d'intéressement qui peuvent être différents selon les établissements, selon ce qu'on appelle les unités de travail dans l'entreprise. Donc, on peut avoir un calcul collectif, mais on peut avoir du sous-collectif en quelque sorte. Voilà, donc aléatoire, donc c'est pour ça qu'en général, on doit signer les accords au plus tard, donc quand on est sur une année civile, au plus tard le 30 juin, c'est-à-dire qu'au plus tard, c'est 6 mois de la période de l'année. Parce que plus on va avancer dans le temps, plus on va connaître potentiellement les performances économiques. Donc ça, c'est pas possible. Donc l'intéressement peut être nul et il doit mesurer une performance, un niveau de résultat. Voilà, donc on ne peut pas se substituer à des éléments de salaire, que ce soit du salaire, des accessoires ou des avantages en nature. Et vous voyez que le périmètre, donc là c'est un exemple illustré, hein, on peut avoir des critères globaux. Ici, on avait des éléments de performance au niveau du groupe sur le chiffre d'affaires et des critères locaux. Donc on a ici par exemple le résultat d'exploitation de l'activité et on peut distinguer le siège de l'activité commerciale, de l'activité de production. Chacun a ses propres critères et puis on va additionner le tout, on aura des parts locales et un tronc commun. Donc ça va donner l'intéressement global. Donc les avantages, on les a évoqués tout à l'heure, donc je peux accélérer sur ce sujet. La durée, alors elle a été étendue à 5 ans récemment. Donc là, tant qu'il n'y a pas de retranscription de l'ANI dans les textes, ça reste pour l'instant de 3 ans. Ça a été passé à 1 an au moment de la crise Covid, parce que l'idée, c'était de remplacer la PEPA par des accords d'intéressement. Et du coup, on a permis aux entreprises de négocier des accords qui pouvaient être sur une seule année au lieu de 3 ans historiquement. Voilà. Et après, même si on signe sur 3 ans, de toute façon, il y a toujours possibilité d'amender annuellement, par avenant, les termes de l'accord. Sachant que les modifications ou la dénonciation, par contre, elle doit être faite par l'ensemble des parties signataires à l'accord d'origine. Donc, on doit rester sur les mêmes participants à la signature. Voilà. La caractéristique de la formule d'intéressement, contrairement à la participation qui est prédéterminée par le Code du travail, hein, sauf accord dérogatoire, il n'y a pas de critères prévus par la loi. On est sur quelque chose de librement négocié, dès lors qu'on est sur quelques critères de respect du caractère aléatoire, d'avoir des formules de calcul qui sont claires et des critères qui sont mesurables, qui sont vérifiables. Voilà, donc ça, c'est la différence principale avec la participation. L'enveloppe globale de l'intéressement, elle est de 20% de la masse salariale brute, donc ce qui est quand même très conséquent. On a peu d'entreprises dans nos pratiques d'expérience qui atteignent ce plafond. Donc ça, c'est un plafond de l'enveloppe globale. Individuellement, on ne peut pas percevoir plus de 32 000
994 € en 2022, ce qui est aussi un niveau très élevé, hein, qu'on voit rarement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des directions qui résonnent aussi de manière couplée entre la participation et l'intéressement. Dans le sens où ils se disent, moi, j'ai une enveloppe globale, qu'elle soit distribuée sous forme d'intéressement ou de participation, je la pilote de manière globale et du coup, elle ne dépassera pas, par exemple, un pourcentage de mon résultat, de ma masse salariale, quelle que soit la façon de la distribuer, quel que soit le dispositif utilisé. Ce qui est différent aussi de la participation, c'est qu'on peut verser des acomptes aussi sur l'intéressement, sachant que l'intéressement peut descendre sur un calcul semestriel ou trimestriel, pas en dessous, ce qui n'est pas possible sur la participation. Voilà. Écoutez, j'ai passé les planches de ce second chapitre. Donc, je me propose de faire également une pause, sachant qu'il y a visiblement des questions et des réponses en cours. Donc, je vais prendre les questions. Donc, j'ai une question de Jocelyn. Est-on capable de faire le calcul de la participation, notamment bénéfice fiscal, valeur ajoutée à partir de l'alias fiscale? Alors, on peut tenter. On peut effectivement tenter de le faire, sauf que l'alias fiscal ne va pas forcément donner tous les éléments qui sont pris en ligne de compte. Il y a des subtilités techniques qui sont importantes. Ça peut vous donner un premier niveau d'approche, mais ça risque de... Alors, si vous voyez qu'il y a des gros écarts, par exemple, avec le calcul de l'employeur, ça risque de pas matcher. Et si ça ne matche pas, c'est qu'il y a d'autres subtilités qui rentrent en ligne de compte. Notamment si vous êtes dans une société qui est intégrée fiscalement, donc vous êtes dans un groupe fiscal, là il peut y avoir des écarts. Qu'est-ce qui peut se faire aussi? C'est les capitaux propres, hein. Tous les capitaux propres qui sont pris en compte ne sont pas dans l'alias fiscal. Donc il peut y avoir des écarts. Donc c'est là que Syndex notamment intervient en accompagnement des équipes, hein. C'est pour expliquer pourquoi le résultat comptable est bon et puis finalement la participation évolue en sens inverse ou est nulle, parce qu'il y a quand même un certain nombre de technicités à maîtriser pour ça. Alors là, j'ai une question de Nathalie. Lorsque vous évoquez la possibilité de réviser la formule de calcul, avez-vous connaissance d'entreprises qui l'ont fait avec succès? Mais oui, de toute façon, j'ai envie de dire, on ne prend pas beaucoup de risques, hein, puisque, comme on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un calcul qui est prévu par le Code du travail qui est un minimum. Et on peut négocier mieux. Et en général, quand on négocie mieux, c'est parce qu'on a compris quel était le modèle économique de l'entreprise. On sait pourquoi elle déclenche peu ou pas de participation. Et du coup, on sait sur quels indicateurs, sur quels agrégats on va pouvoir travailler. Donc, généralement, oui, c'est plutôt fait de manière positive. Donc, avec succès, comme vous l'évoquez. La question de Sandrine, je voulais savoir si la direction doit nous communiquer les résultats des différentes sociétés de notre groupe, car nous sommes mondiales. Alors, oui, sans doute. Ça dépend à quel niveau, en fait, hein. Si vous êtes au niveau mondial, tout dépend où est-ce que vous êtes situé dans l'organisation du groupe. Sachant qu'il y a des documents qui existent que vous pouvez solliciter, puisque ce qui se passe avec les autres sociétés du groupe, souvent il y a des flux, ou entrants ou sortants, des flux de marchandises, des flux de capitaux, des redevances qui sont payées avec des sociétés filles, sœurs, mères. Et pour vous, CSE, pour vous faire une idée, une bonne compréhension de votre entreprise à vous, vous avez besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc oui, la jurisprudence dit que vous avez accès à ce niveau d'information. Maintenant, il faut regarder au cas par cas s'il y a des comptes consolidés, puisqu'il peut y avoir des rapports des commissaires aux comptes, par exemple, sur les comptes consolidés, que vous pourriez solliciter. Voilà, donc c'est aussi nous, dans notre travail d'accompagnement et d'expertise, ça qu'on peut poser et solliciter la direction avec les bons arguments juridiques pour obtenir des réponses et pour vous avoir une bonne compréhension de l'entreprise dans laquelle vous êtes inséré. Alors, de monsieur ou madame Fiquet, si on débloque les sommes avant 5 ans, est-ce qu'on est exonéré? Alors, dès lors qu'il y existe oui, on peut débloquer de manière anticipée.
il existe aujourd'hui 10 critères qui permettent un déblocage anticipé, par exemple l'acquisition de sa résidence, l'arrivée d'un enfant. Voilà, il y a des événements familiaux qui permettent d'être exonérés, pardon, de débloquer les fonds, pardon, et ça ne remet pas en cause les exonérations. C'est comme si vous aviez bloqué pendant 5 ans. Et là, l'ANI prévoit 3 nouveaux critères de déblocage anticipé, dont 2 sont liés à des questions environnementales, par exemple pour améliorer son empreinte énergétique au niveau de son domicile, de sa maison, ou pour l'acquérir un véhicule dit propre, donc véhicule ou neuf ou d'occasion. Voilà, ça fait partie des nouveaux critères, des nouveaux critères autorisés supplémentaires. La question de Christine, il y a eu bénéfice comptable, dividendes mis en réserve, aucune participation. La réponse du DAF, c'est l'intégralité des bénéfices est absorbée par le crédit CICE, est-ce normal? Écoutez, c'est à regarder. Vous voyez là, on rentre très vite dans des questions techniques. Le CICE n'a rien à voir avec la participation. Depuis 2019, le CICE a été transformé en baisse de cotisation sociale. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif pour les résultats et normalement pour la participation. Donc, voilà, sans connaître le dossier, j'ai envie de dire c'est une réponse plutôt surprenante et qui mériterait d'être approfondie pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. Parce que là, je ne fais pas le lien direct entre ce qui se passe, ce que vous décrivez, et la réponse du DAF. Alors, il y a une autre question de Yann. Prélèvement de solidarité en plus de CSG, CRDS. Est-ce nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. C'est notamment quand les sommes seront sorties, parce que pendant 5 ans, on va bloquer on va bloquer les sommes sur un plan d'épargne. Donc, à la sortie, il peut y avoir des prélèvements sur les plus-values, des choses comme ça. Donc, c'est cette fiscalité-là qu'il faudra regarder en détail. Par contre, CSG, CRDS, bon, ça ne change pas, sauf le fait que le taux a augmenté sur les dernières années. On est bien un prélèvement de 9,7%, mais que les fonds soient bloqués ou pas, ça ne change pas. Alors, Jean-Louis nous dit qu'on voit que l'épargne salariale prend de plus en plus de place dans la rémunération. Y a-t-il un risque de voir s'inverser la pyramide de rémunération? En tout cas, oui, c'est l'objectif quand même du gouvernement. Alors, je ne sais pas si l'objectif c'est de renverser la pyramide, mais une vraie volonté de développer l'épargne salariale, sachant qu'il y a une vraie dichotomie entre les petites entreprises et les grandes entreprises, enfin grandes, en tout cas moyennes et grandes à partir de 50, mais c'est surtout les plus grandes à partir de 250 salariés qui généralement ont plus de moyens et sont mieux couverts. Et l'objectif, c'est de favoriser le développement dans les plus petites entreprises. Et il y a une autre ambition parallèle, c'est de développer ce qu'on appelle l'actionnariat salarié, c'est-à-dire que les salariés, à travers de l'actionnariat direct ou indirect, par rapport à des fonds d'investissement d'épargne salariale, détiennent autour de 10% du capital des entreprises. Donc, il y a des entreprises où ça existe déjà, par exemple Essilor ou Orange, qui sont des modèles fréquemment cités, mais on est très, très loin de cet objectif de 10%. Voilà. Et effectivement, il faut qu'on soit vigilant parce que tout ce qui est mis dans l'épargne salariale et qui n'est pas mis dans les salaires, eh bien, comme c'est exonéré de cotisations sociales, ça veut dire qu'on ne cotise pas pour la retraite, hein, qui est un sujet d'actualité, notamment le financement de la retraite, mais aussi tout ce qui est cotisation sociale pour la sécurité sociale, pour le chômage, etc. Donc, il y a un vrai sujet autour du transfert entre les cotisations sociales d'un côté et les systèmes exonérés de l'autre. Ensuite, il y a une question de Thierry. Peut-on faire une répartition inversement proportionnelle à la rémunération? Plus le salaire est bas, plus la participation versée est grande. Alors, je ne sais pas si on peut faire ça parce qu'il faut faire attention à ne pas être dans la discrimination.
Mais en tout cas, faire en sorte que tout le monde ait la même chose, c'est le système que l'on connaît, en tout cas. Mais là, le fait que plus j'ai un bas salaire et plus j'ai de participation, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. C'est une vraie question. J'ai envie de dire, dans l'absolu, pourquoi pas? Parce que par accord, on peut faire plein de choses. Il faut juste vérifier qu'on n'est pas sur de la discrimination. En fait. C'est ma seule crainte. Ensuite, alors Yann, bénéfice fiscal pris en compte est celui de la France pour calculer la participation en France. Même obligatoire de publier le bénéfice fiscal, cela ne changera pas le calcul de l'enveloppe. Oui, je suis d'accord Yann, ça ne changera pas. Simplement, le fait de disposer de l'information permet de mesurer mieux les incidences d'optimisation fiscale utilisées par un groupe et du coup de donner des leviers pour la négociation. Donc on est plutôt dans un cadre améliorer la négo que y aller par la contrainte réglementaire. C'est en tout cas pas ce qu'a souhaité faire le législateur ici. Est-ce que la direction ne peut, donc ça c'est la question d'Yann encore, cela veut dire que la direction ne peut pas dénoncer l'accord d'intéressement sans l'accord des OS? Effectivement, l'entreprise, l'employeur ne peut pas dénoncer l'accord si les partenaires qui ont signé l'accord ne sont pas d'accord. Donc si ça a été signé par le CSE, il faut la signature du CSE pour en sortir. Si c'est par des organisations syndicales majoritaires et représentatives, c'est la même chose. Ensuite, un spectateur anonyme. Vous mentionnez que le supplément de participation est uniquement sur suggestion. Comment amener la direction à avoir cette suggestion? Eh bien, voilà, vous savez que ça existe. Donc, si la direction n'y pense pas et que vous considérez que dans l'année, il y a eu un élément exceptionnel qui n'est pas forcément du fait des salariés, qui est venu pénaliser le résultat. Ça peut être éventuellement l'impact d'une filiale qui, par les flux internes, vient vous pénaliser. À ce moment-là, vous pouvez susurrer à la direction en disant la participation, elle est plantée, entre guillemets, si vous me passez l'expression, mais la loi prévoit qu'il existe un supplément. Donc, on peut utiliser cette loi pour corriger une anomalie, un événement exceptionnel qui aurait joué de manière défavorable. Sabine, le plafond individuel de 75% du pass, oui, alors de mémoire, c'était pour l'intéressement. Je ne l'ai plus en tête pour la participation, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un plafond individuel, puisqu'en fait, on a un calcul global et la prise en compte de la rémunération dans ce calcul global par salarié. Et on a de toute façon une enveloppe globale qui est plafonnée, soit en fonction du bénéfice fiscal ou d'autres éventuellement indicateurs, dès lors qu'on serait dans un calcul dérogatoire. Donc là, il faudrait regarder au cas par cas, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était pour l'intéressé. Voilà. Ce qui est important peut-être de retenir, c'est que la prime de partage de la valeur intègre désormais le dispositif historique d'épargne salariale. Donc avant, c'était des actions un peu one-shot qu'on pouvait utiliser. Maintenant, on pourra utiliser par exemple la prime de partage de la valeur, si elle était utilisée par l'entreprise, et on pourrait la bloquer pendant 5 ans, comme on le fait pour la participation et l'intéressement, par exemple. S'il y avait d'autres questions que vous n'auriez pas eu le temps de passer ici, vous avez toujours la rubrique contact sur syndex.fr. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, sachant qu'il y a d'autres ressources. Le webinaire sera revu dès qu'il sera disponible. Vous pourrez le revoir disponible fin de semaine. On vous transmettra le support. Notez qu'il existe un autre webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, le 3 avril, de 11h à midi, sur la politique sociale. Aujourd'hui, nous sommes en campagne sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Donc, le thème du webinaire, ce sera comment peser sur les choix de l'entreprise en matière de politique sociale. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux
Et puis, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de votre participation active et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions techniques, des besoins d'accompagnement, de formation, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.